Euh, Après avoir vu les infections urinaires dans les leçons précédentes, j'avais insisté sur un aspect, ce qu'on appelle les CBU, donc l'examen cytologique et de la culture des urines bio. Et donc, je vais parcourir avec vous un cours qui a été donné par d'autres personnes, mais je vais ressortir dans cette partie les éléments que je trouve essentiels pour notre contexte. L'avantage, c'est que c'est quand même illustré, hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est du matériel qui va rester à votre disposition. Vous avez donc des images, des illustrations, ce qui va faciliter l'apprentissage et même la rétention des connaissances. Je rappelle encore, et j'insiste dessus, que tout examen cytobactériologique dépend de la façon dont vous avez préparé le malade à faire le prélèvement. Le prélèvement, nous l'avons vu, peut se faire soit à l'hôpital, mais souvent, pour la majorité des cas, les prélèvements des urines en pédiatrie se feront à la maison. Et c'est pour cela qu'il faut éduquer la maman. Il faut montrer à la maman comment faire le prélèvement urinaire. C'est important parce que si elle vous ramène un pot d'urine, mais des urines qui ont été prélevées dans des conditions qui ne respectent pas les recommandations, vous aurez beaucoup de fausses infections urinaires, ou parfois ce serait le contraire. Donc ça, c'est un aspect sur lequel il faut insister. Et nous avons vu aussi que parfois, il est important de faire le prélèvement urinaire d'une façon aseptique, hein. Par exemple, chez les tout petits, en faisant ce qu'on appelle la ponction suspubienne. Voilà, ce sont des approches qui sont indispensables. Mais la chose la plus importante que nous devons retenir, nous ne cesserons pas de répéter, c'est que la majorité des prélèvements des urines, du moins pour les infections urinaires en pédiatrie en général, se font par ce qu'on appelle le mid-jet. Donc, on va prendre les urines à la moitié de la miction. On laisse l'enfant uriner, les premières urines qui partent, et puis tout de suite, on met le petit pot pour récolter les urines qui suivent. Lorsqu'on a récolté les urines qui suivent, nous allons voir dans cette série de diapos, il faut savoir les conserver, mais le principe, c'est que il faut les acheminer au laboratoire le plus tôt que possible. J'insiste encore, nous avons vu la fois passée que les urines, c'est mieux de faire le prélèvement des urines du matin. Parce que le matin, on aura, si les microbes ont pullulé dans la vessie et tout, etc., on aura plus la possibilité de les découvrir dans les urines du matin. Bon, il y a peut-être des exceptions, des particularités que nous avons déjà vues la fois passée. Alors, voilà, mes diapos semblent ne pas avancer parce que je suis c'est un fichier Word. On va voir un peu ce que je dois faire. Ben, ça avance avec la main. Alors, quand est-ce qu'il faut prescrire les CBU? En général, est-ce que vous voyez l'écran? Je pense que oui, hein. En général, on va demander les CBU chaque fois qu'on suspecte l'existence d'une infection urinaire. Et en pédiatrie, chez les petits enfants, c'est souvent parce qu'on suspecte une cystite. Mais en pédiatrie, en général, devant la fièvre d'un enfant dont on ne connaît pas l'origine, hein, dans notre contexte, lorsque vous avez un enfant qui fait de la fièvre, vous pensez en général, en premier lieu, à la malaria.
Mais il faut penser en deuxième lieu, surtout chez les petits. Vous vous rappelez, on a dit que les infections urinaires, c'est l'apanage des enfants en âge préscolaire, donc avant l'âge de 6 ans. On a vu aussi que ce sont surtout les petites filles qui font les infections urinaires. Et à ce moment-là, quand vous ne connaissez pas l'origine de la fièvre, il faut aussi demander un examen des urines. Donc, il faut demander les CBU. Vous allez le demander aussi lorsque vous avez déjà fait un traitement et que le malade revient, la fièvre persiste, il faut redemander un examen des urines. Ou encore, lorsque vous êtes dans un tableau d'un patient qui est en immunodéficience, hein, parce que il est, par exemple, dans les cas où l'enfant est sous chimiothérapie ou parce qu'il a un cancer et tout, et que vous avez de la fièvre, une fièvre inexpliquée, va être, va nous orienter à demander un SCBU. Alors, je voudrais euh, revenir encore un peu sur cet aspect-là de la fièvre chez les enfants. Je répète, parce que c'est quand même la pédiatrie, hein, il ne s'agit pas de dire c'est seulement des leçons de néphrologie, c'est la pédiatrie. Lorsque vous avez cet enfant qui a de la fièvre, dont vous ne connaissez pas très bien l'origine, les bilans à faire et qui sont réalisables même dans notre contexte, c'est, nous avons vu un hémogramme. Ça fait partie des examens de routine en général. Un hémogramme. Et quand je dis hémogramme, il faut insister, c'est toute la numération formule sanguine. Elle est complète, l'hémogramme. Et si vous voulez être encore beaucoup plus complet dans l'hémogramme, il faut rajouter les réticulocytes. Je vous conseille de passer de temps en temps au laboratoire de Bonzola pour aller voir qu'est-ce que c'est un hémogramme. Et même au niveau de Dipumba, nous avons maintenant au laboratoire un automate qui fait l'hémogramme. Prenez cette feuille d'hémogramme-là et regardez les facteurs, les éléments qui sont mis dans l'hémogramme. Parce au jury, on a vu qu'il y a des étudiants qui ne connaissaient pas la composition de l'hémogramme. Deuxième chose à demander, quand vous avez un enfant qui fait de la fièvre et tout, etc., fièvre, ça signifie en général syndrome inflammatoire. Alors, vous allez demander quelque chose qui peut vous orienter vers un syndrome inflammatoire. C'est ce qu'on appelle la CRP, c'est la protéine C réactive. Bon, dans le temps, on ne la connaissait pas trop bien, on demandait la VS, la vitesse de sédimentation. Bon, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne savez pas faire la CRP, faites la, la VS, hein, ça sera toujours utile. Troisième chose à faire, justement, je vous recommande vraiment de faire un examen des urines, puisqu'on a vu que parmi les causes des fièvres que nous trouvons en pédiatrie, les infections urinaires sont quand même fréquentes. C'est presque 10% des enfants de moins de 7 ans qui présentent une infection urinaire. Donc, vous allez demander les CBU. Alors, une autre chose qu'il faut demander en général, hein, ce n'est pas systématique, hein. Quand vous avez un enfant qui fait de la fièvre, vous ne connaissez pas trop bien l'origine, vous ne comprenez pas trop bien pourquoi il fait de la fièvre. Avant de faire tous des bilans sophistiqués, ça fait partie des examens de routine, c'est une radio du thorax. En tout cas, moi, dans ma formation, c'est ce que j'ai retenu comme approche classique pour essayer d'identifier les causes de la fièvre chez un enfant. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir bien prélever les urines? C'est un rappel. En général, on va recueillir les urines du deuxième jet, ou donc les jets au milieu, après avoir fait une toilette intime au préalable. Ça signifie nettoyer toute la région périnéaire. Euh, L'idéal, ce serait de faire plus ou moins 4 heures après la dernière miction. Quand on dit ça, 4 heures après la dernière miction, tout simplement parce que nous allons faire pipi après 3, 4 heures en général. Et donc, à ce moment-là, la vessie s'est encore remplie, on a des urines et on peut donc prélever le midget à ce moment-là. Ici, je voudrais ouvrir une autre petite parenthèse parce que je ne l'ai pas dit la fois passée, lorsqu'on a parlé des infections urinaires, c'est que les infections urinaires sont fréquentes chez les petites filles aussi à cause de la façon dont les mamans nettoient, font la toilette de la région périnéaire chez les petites filles.
Je vous l'avais dit là, pourquoi est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir les infections urinaires chez les filles que chez les garçons? C'est à cause de la proximité des voies digestives par rapport à la voie urogénitale chez la fille. La distance, elle est très courte. Et donc, quand la maman essuie le pet de petit enfant et passe la main de son derrière vers la région vulvaire, elle l'amène donc, entre autres, les candidats. Vous vous rappelez, parmi les derniers chapitres que nous avons vus, c'est la candidose vaginale. Elle va amener donc ces microbes, ces bactéries et aussi ces champignons vers la région vulvaire, donc vers la voie vaginale. Et c'est ce qui peut expliquer parfois de ces petites filles qui ont tout le temps des infections urinaires qui sont dues dans le mauvais sens que passe la main de la maman pour faire sa toilette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de passer de la vulve à la région anale. Donc, c'est dans le sens contraire, de la vulve vers la région anale. Pour éviter de faire le mouvement contraire, on amène les microbes des voies digestives. Et n'oubliez pas que Escherichia coli, c'est un microbe qu'on retrouve dans les voies digestives. On les amène donc dans les voies urinaires. Alors, lorsqu'on met une sonde à demeure, ce qui peut arriver parce que le patient est en coma, en réanimation et tout, on met une sonde à demeure, il faut, il ne faut pas laisser la sonde à demeure et la mettre dans le sac collecteur, comme on dit, hein, parce que il risque d'avoir la contamination. Voilà, c'est normalement une sonde à demeure, nous la mettons pas tout le temps, sauf dans les patients, chez les patients qui sont comateux. Et c'est mieux de prélever, une fois que vous mettez la sonde, les urines qui sortent, vous prenez ces urines et vous les envoyez au laboratoire. L'urinocol, hein, ce sont ces petits sachets que l'on vend et qu'on a peut-être aussi dans nos départements. C'est surtout chez les petits, chez les bébés, mais il faut savoir les utiliser correctement, bien nettoyer la région vulvaire, les poser correctement. Et le désavantage, c'est que ces sachets collecteurs, comme on l'a vu la fois passée, on les garde pas plus que 3 heures. Parce qu'après 3 heures, c'est pollué, c'est infecté. Donc, il faut les garder pendant quelques heures seulement et pas trop longtemps. Bien. Pas passé, je vous avais dit que quand vous faites un prélèvement urinaire, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Vous vous rappelez, on a dit qu'on peut déjà, avec un microscope, voir beaucoup de détails sur les urines. Et puis, on a parlé de la culture. Et je vous ai dit que la culture, c'est pas nécessairement envoyer tout au laboratoire, mais normalement, dans le département de pédiatrie, on peut avoir les lames de culture que l'on garde qu'on va mettre dans un incubateur à 37 degrés ou 38 selon les cas. Et on va commencer à regarder ces lames-là pour voir s'il y a des colonies de microbes qui poussent dessus. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a, du moins ce que moi je connaissais, maintenant il y a plusieurs types, hein, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a des boîtes de pétri qui sont faits aussi avec des milieux de culture adaptés pour les grammes positifs, les grammes négatifs, etc. Enfin, c'est quand même des choses que vous devriez connaître parce que au moins quand vous serez seul quelque part, vous saurez orienter votre biologiste à bien faire cet examen. D'un côté, vous avez par exemple la lame des grammes négatifs, de l'autre côté, la lame des grammes positifs. Vous laissez ça 48 heures plus ou moins en général parce que dans les infections dans les urines, les microbes poussent assez vite et puis vous allez regarder et vous vous rappelez, on avait dit qu'on définissait cela en fonction du nombre de colonies. Les colonies, ce sont les petits amas de microbes, tout un ensemble de microbes qui vivent en famille et on va compter ce nombre de colonies par millilitre ou par surface. Bon, alors, quels sont les éléments? Oui, évidemment, dans les urines. Qu'est-ce qu'on a dans les urines? On va rechercher des cellules. Ah oui, j'ai pas oublié que nous avons parlé de la bandelette aussi. J'espère avoir une image de la bandelette, hein, bandelette urinaire ou tigette urinaire. Dans notre milieu, il y a des bandelettes qu'on appelle Combure Test. Retenez au moins ce nom, Combure Test. Il y a des Combure Test 9 éléments
Donc, sur la bandelette, vous pouvez avoir 9 éléments qui sont analysés dans les urines, mais il y a aussi des combures tests, par exemple, de 12 ou 14 éléments. Toujours dans l'étiquette urinaire, vous savez très bien que les patients diabétiques utilisent aussi cette étiquette urinaire pour savoir s'il y a du sucre dans les urines ou pas, pour la prise de ses produits, s'il doit prendre de l'insuline ou pas, etc. On plonge cette étiquette. Ça, c'est un exercice que je vous conseille de faire, hein. Les infirmières le font dans le département. Vous passez, vous regardez comment est-ce qu'on fait la tigette euh, urinaire. Bon, nous reviendrons dessus. Alors, lorsque dans les urines, on voit la présence de globules rouges, vous savez, les cellules, dans le sang, on a 3 types de cellules. Les globules rouges, les globules blancs, les globules jaunes, si vous voulez, ce sont les plaquettes. Dans les urines, on a tous ces éléments qui peuvent passer, donc, parce que lorsqu'il y a une inflammation, il y a une dilatation des vaisseaux, des capillaires, et donc les éléments qui sont dans le sang peuvent sortir. Et vous savez qu'au cours de l'inflammation, il y a un rappel des globules blancs qui viennent dans le site où il y a l'inflammation pour défendre l'organisme. C'est pour cela qu'on a du pu lorsque vous vous êtes blessé et que c'est sale ou vous avez un pylorhizis, il y a un appel des globules blancs qui constitue après le pus parce que le globule blanc meurt très vite. En dehors de cela, dans les urines, on a aussi les cellules qui tapissent la paroi intestinale, mais qui tapissent aussi tout le système urogénital. Donc, on peut avoir des cellules qui proviennent du rein, du tube excréteur, collecteur des urines et ainsi de suite, mais aussi des urines qui viennent de la vessie. Je vous avais dit que nous allions parler aussi de l'hématurie et qu'on distinguait 2 types d'hématurie, une hématurie macroscopique que l'on voit avec les yeux et une hématurie microscopique. Mais on reviendra dessus. Je ne vais pas insister dessus pour le moment. Le seuil de significativité, quand on voit les globules rouges dans le sang, on sait les compter, c'est quand il y en a plus que 10 000 par millilitre. Évidemment, ça, c'est les biologistes qui le font, hein. Ils savent que j'ai pris une certaine quantité. On va le lire dans ce qu'on appelle des cellules de lecture, hein. Des cellules de lecture, vous avez les cellules de Najotte, les cellules de Burker, etc. Il y a plusieurs petites cellules dans lesquels il y a des petits carreaux et la façon dont le nombre de cellules que vous allez compter dans les petits carreaux multiplié par un facteur de dilution et tout va vous donner la quantité des éléments cellulaires que vous avez vus par millilitre. Ça, c'est l'approche manuelle. Et donc, vous pouvez avoir cette hématurie microscopique qui peut être isolée. Ça, c'est ce qui arrive, par exemple, chez les adolescents qui ont fait un sport important, qui ont couru, qui ont fait les 15 kilomètres de Bujimaï et tout, etc. Et quand vous prenez ces urines, vous trouvez qu'il y a des globules rouges. Est-ce que normalement, il y a des globules rouges dans les urines? Non. Normalement, nous ne devrions pas avoir des globules rouges dans les urines. Une autre condition, c'est important, quand vous faites le prélèvement, oui, ça c'est parmi les conditions préanalytiques aussi, vous demandez à l'adolescente si elle est en période de règle ou pas. Parce que si elle est en période de règle, dans les urines, vous allez forcément trouver des globules rouges puisqu'elle est en train d'avoir ses menstruations. Et donc, il faut savoir exclure cela dans l'examen de la cytologie. Voici comment apparaissent, pour votre curiosité scientifique, les globules rouges dans un frottis qu'on a mis au microscope, hein. Au microscope, en général, on va observer ça, un grossissement de 10 à 40 fois. Vous voyez que le globule rouge, ce sont ces petits éléments cellulaires que vous voyez là, qui ont généralement un halo autour. Voilà, donc voilà. Et puis, vous allez dire le nombre qu'il y a. Ils sont, enfin, on les compte. Oh là, j'ai un problème là. Cette réunion est enregistrée. J'ai dit OK. Bon, voilà. Donc, vous avez ces globules rouges dans les urines.
Et quand on dit un champ microscopique, c'est la façon aussi de compter, hein, c'est que si vous n'avez pas les chambres de comptage cellulaire, vous pouvez dire dans un champ. Supposons que ça, c'était rond, cette partie ici qui est carrée, parce qu'on l'a agrandi, on l'a photographié. Le champ microscopie, c'est le champ que je vois quand je regarde directement dans le microscope. Et c'est dans ce champ microscopique que je vais compter le nombre, par exemple, de globules rouges. Donc, je peux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte ce nombre et je dis que j'ai trouvé 15 globules rouges par champ microscopique. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner un détail que certaines personnes ne connaissaient pas. Alors, dans les urines, on trouve aussi des cristaux parce que les urines servent, c'est l'expression de nettoyage de ce qui passe dans le corps. Vous allez trouver des cristaux qui sont donc des précipités. Lorsqu'il y a, par exemple, du calcium mélangé à la mucine ou mélangé à d'autres substances, ça va former des petits cristaux. Je vais vous montrer les images de cristaux. C'est juste pour votre curiosité. Voilà. Par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle des cristaux d'acide urique. L'acide urique augmente lorsqu'on a un métabolisme qui a beaucoup augmenté. C'est pour cela qu'on a de l'urée qui augmente et l'acide urique, vous savez que elle est augmentée, par exemple, lorsqu'on a la goutte. Voilà. Alors, ces petits cristaux, c'est comme des petites pierres, comme des petits diamants d'ailleurs. C'est plus facile pour ceux qui sont en mouvement et de retenir cela. Et vous voyez ça au microscope. Et souvent, ce qu'on voit, parce qu'ici, c'est mélangé avec du mucus, hein, c'est des urates de cristaux qui sont mélangés avec du mucus. On voit ça dans les urines. Bon, retenez ça, c'est pour votre curiosité, scientifique. Normalement, les biologistes sont capables d'identifier les types de cristaux et en fonction des types de cristaux qui sont produits, ils peuvent dire qu'ici, il y a une infection liée à telle bactérie ou à tel microbe, etc. Bon, mais ça, disons, c'est bien pour ceux qui font la biologie. Alors, les cylindres, oui, ça, si vous avez appris, vous l'avez eu probablement dans vos cours de biologie. Les cylindres, c'est, c'est un signe quand même important puisque nous parlons de la néphrologie. Les cylindres, c'est un amas, on va dire, de cellules avec du mucus et tout, mais qui reflète la forme des tubes dans lesquels ils ont circulé. C'est pour ça qu'on distingue, par exemple, les cylindres hyalins. On en trouve souvent dans beaucoup d'urines. Je ne sais pas si vous savez les voir ici, mais enfin, c'est pas très net. Ce n'est pas, parce que c'est hyalin, ça signifie c'est transparent. Je sais pas on peut voir d'autres cylindres. Voilà, ça, ce sont les cylindres que vous pouvez mieux voir. Après, on a des cylindres leucocytaires. Donc, comme je le disais, les globules blancs qui ont parcouru quelles voies? Ils ont parcouru les voies d'excrétion. Donc, à partir du rein, ils sont descendus, on va les retrouver dans les urines. Donc, quand vous trouvez des cylindres leucocytaires, par exemple, vous voyez, c'est plein de globules rouges entourés d'une substance mucoïde, hein, comme de la cire, et ces globules rouges ensemble forment de petits tubules, comme des tubes. Eh bien, ces tubes-ci reflètent justement leur passage dans les tubes du rein. Et donc, quand on trouve des cylindres dans les urines, on va penser que, tiens, non, ça a intéressé le néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Et donc, on peut suspecter, par la présence des cylindres, une pyélonéphrite ou une glomérulonéphrite. Ça, c'est le message important à retenir dans l'examen des urines. La présence des cylindres granulocytaires peut être un indice d'une infection des voies urinaires hautes. C'est vraiment le message à retenir. Cylindre leucocytaire, infection urinaire des voies hautes. Ça signifie glomérulonéphrite ou encore
pyélonéphrite. Au moins, ces deux pathologies, vous devriez être en mesure de les suspecter devant la présence de cylindres. Alors, donc là, c'est une chose qu'on a fait, c'est de la microscopie. Donc, on a regardé les urines au microscope. On a compté le nombre d'éléments qu'il y a. Ah oui, dans le temps, on faisait aussi ce qu'on appelait la numération de à 10. Bon, je sais pas si les biologistes le font encore, mais retenez-le, la numération de à 10 permettait d'estimer le nombre d'éléments cellulaires dans les urines de 24 heures. On prélevait les urines pendant un certain délai de temps, on allait les compter et puis on multipliait, comme ça on pouvait dire que le nombre de à 10, c'est ce qu'on appelait le nombre de à 10, il est très élevé ou il n'est pas élevé. Et cela orienté aussi vers le type d'infection urinaire. Bon, retenez quand même pour votre culture, ça sera pour un bonus à l'examen, le nombre de à 10, la numération de à 10. Alors, la culture. La culture se fait dans des conditions stériles, comme nous avons vu, et en général, ça se fait sur un milieu de culture. Et les milieux de culture, pour la majorité de laboratoires, ce sont des plaques de pétri. Ce sont ces petites plaques rondes là que vous avez déjà vues, qui ont un couvercle. Et la partie en dessous, c'est la partie qui contient le gel. Alors, au moyen d'une spatule, le biologiste va plonger son écouvillon dans les urines à examiner, mais les urines qu'il a bien mélangées, c'est un détail important, et dans des conditions stériles, ça signifie lui-même porte un masque. On n'ouvre pas le couvercle de la plaque de pétri complètement pour que la poussière ne tombe pas dessus. On est dans un laboratoire qui est considéré être plus ou moins stérile. Ce sont des détails importants, hein, parce que quand je vois des gens qui font la culture devant une fenêtre ouverte et on voit que sur le mur, il y a des moisissures, des champignons et en plus ils mettent un ventilateur, bah écoutez, le ventilateur amène tous les petits microbes dessus, voilà, hop, qui vont se sédimenter sur le milieu de culture. Et alors, on s'étonne, on trouve presque toujours le même gemme. Candidat, c'est même pas candidat. On nous dit simplement, on a trouvé des champignons qui ont poussé dessus et tout, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Alors, comment est-ce qu'on fait? On prend les couvillons et sédimenter, on va sédimenter donc ces microbes. Excusez-moi, je vais juste envoyer un message parce que sinon vous serez distrait. On va sédimenter ces microbes sur la plaque de pétri qu'on va mettre après dans le milieu de culture. Par contre, moi, je vous ai donné l'autre approche, l'autre méthode, c'est avoir une bandelette, une lame en fait, qui a les deux côtés, que vous plongez dans une petite boîte adaptée et vous laissez cette boîte-là dans un incubateur pendant 48 heures et généralement après 48 heures, ça pousse et vous pouvez voir ce qui a poussé dedans pour savoir si il y a des microbes gram positifs qui poussent ou des microbes gram négatifs. Alors voilà, très bien. Ça, c'est un exemple justement d'une plaque de pétri hein, qui a poussé. Et c'est la même chose pour les lames. Selon la densité, tous les petits points bleus là que vous voyez, ce sont des colonies de microbes. Euh, et alors, selon la densité, comme vous voyez ici, quand il n'y en a pas beaucoup, c'est 10 exposants 3. Là, c'est 10 exposants 5. On a vu que au-delà de 10 exposants 6, 10 exposants 8, ça signifie que il y a une infection urinaire. Voilà, ça, ce sont des exemples de ce que je vous disais. Soit ce sont des lames qui vous donnent cet aspect-là, soit c'est sur des plaques de pétri et vous voyez cela. Donc, selon la densité, hein, il y a un modèle hein, qui vous montre, que vous allez suivre comme exemple et qui vous permet de dire si oui ou non il y a une infection importante. Voilà. Euh, c'est quand même important ces notions de culture, hein, parce que c'est quand même ça qui permet de réellement dire qu'il y a eu une infection urinaire. Alors, parmi les microbes, quels sont les microbes que nous trouvons souvent?
c'est Escherichia coli. Et puis, vous allez trouver des staphylocoques, Proteus, etc. Nous avons déjà vu ça la fois passée. Bon, ça, c'est juste un tableau important pour ceux qui sont au nord. Ça illustre les infections urinaires communautaires, c'est-à-dire si vous avez dans la crèche plein d'enfants qui font des infections urinaires et tout, vous allez rechercher le microbe que vous allez trouver dans la majorité de ces enfants, c'est celui-là, et donc vous donnerez le médicament aux autres enfants en fonction des microbes que vous aurez trouvés dans la majorité des enfants. Vous vous rappelez, on avait parlé aussi, j'avais insisté sur un aspect, c'est que on peut trouver dans les urines, donc on peut avoir ce qu'on appelle une pyurie. Pyurie, ça signifie un nombre de globules blancs important dans la vessie. Donc, c'est du pu dans les urines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit dans notre contexte, je peux avoir beaucoup de globules blancs dans les urines. Je fais la culture d'une façon correcte. La culture ne pousse pas. Et je vous ai dit, dans notre contexte, il ne faut pas oublier de penser à la tuberculose. Et donc, vous voyez ici, il y a d'autres causes d'infection, enfin, de présence de, bon, la pyurie ou leucocyturie. Les leucocytes, ce sont les globules blancs euh, dans les urines, sans qu'il y ait une bactérémie, sans qu'il y ait une bactériurie, ça signifie les bactéries dans les urines. Et voici les causes. Ça peut être, par exemple, lors des néphrites tubulo-interstitielles, dans les maladies auto-immunes. En pédiatrie, la chose que vous pouvez retenir, c'est dans ce qu'on appelle les, euh, les vasculites. Les vasculites, ce sont en fait les maladies auto-immunes que nous avons en, en pédiatrie. Vous pouvez avoir les cas de lupus, vous pouvez avoir des cas de Kawasaki, Schengen, etc. Donc, toutes ces pathologies-là, vous pouvez avoir, parce que ce sont des maladies auto-immunes pour la plupart, vous pouvez avoir donc des globules blancs dans les urines, mais la culture bactérienne, elle est négative. Et voilà, ici, parmi les causes infectieuses, voilà, là, vous voyez, il y a la tuberculose rénale. Moi, c'est la chose que vous devrez retenir, la tuberculose rénale. Ah ouais, autre chose aussi, dans notre milieu, on peut avoir des globules blancs, mais ça ne pousse pas pour une raison très simple. Parce que nous avons une culture d'automédication dans notre milieu. Dès que l'enfant a fait la fièvre, vous allez dans le petit centre du coin, on va vous donner un médicament contre la malaria, on va le bombarder contre la malaria, mais on va toujours, presque toujours vous donner aussi des antibiotiques. Alors, lorsque vous avez déjà pris des antibiotiques et que vous faites la culture, les antibiotiques vont inhiber la croissance des microbes. Mais par contre, les globules blancs, eux, ils sont présents. Et donc, ça, c'est une des circonstances où vous pouvez trouver des globules blancs, mais la culture est négative. Ça signifie une infection urinaire qui a été décapitée à cause de l'automédication. Une particularité, c'est chez les nouveau-nés. Chez les nouveau-nés, si vous trouvez beaucoup de globules blancs, et même si la culture ne pousse pas, considérez que c'est une infection urinaire. Parce qu'on, vous vous rappelez, on a dit que les infections urinaires, elles sont sévères chez les tout petits enfants, les prématurés, les nouveau-nés de moins de 3 mois, les jeunes nourrissons et tout, etc. Quand vous avez ça, suspectez une infection urinaire et faites un traitement probabilistique à large spectre avec des antibiotiques à large spectre. Bon, vous pouvez avoir aussi des globules blancs parce que il y a une lithiase qui est à la base de cela. Alors, donc voilà, on va arrêter ici pour ce qui concerne du moins la partie de l'ECBU. Qu'est-ce que je peux encore ajouter sur ça, l'ECBU? Donc, c'est vraiment un des examens le plus courant. C'est ce qu'on fait généralement. Il ne devrait pas coûter cher. Et c'est la chose que vous devez demander. Après, nous allons voir, hein. Vous vous rappelez, je vous rappelle que devant une infection urinaire, on fait des examens de biologie, imagerie, etc. Donc, en dehors de cela, vous devez compléter votre exploration avec d'autres examens. Et ça, c'est vraiment
important que cela soit clair à tous les niveaux. Nous allons arrêter ici, hein, c'est juste une première partie avant de poursuivre dans quelques minutes, le temps pour moi de pouvoir répondre à quelques appels. Eric, je ne sais pas si vous êtes bon. Ici, je vais emprunter les cours des collègues, comme vous pouvez le voir, qui ont révisé ce cours récemment et donc nous avons les mêmes notions que les autres étudiants qui suivent cela à Londres ou encore dans d'autres pays. Voilà, ou à Washington. Alors, je voulais vous parler d'une pathologie qui est très fréquente dans notre milieu, mais qui malheureusement est quelque peu négligée. Je vous dis pourquoi c'est négligé, parce que nous la recherchons pas. Vous savez qu'en pédiatrie, euh, des causes de consultation, des causes fréquentes de consultation en pédiatrie, ce sont ce qu'on appelle les infections ORL, infections donc de la gorge, du nez et tout ce qui concerne les annexes de gorge, nez, larynx. Et ces infections, elles sont fréquentes, d'abord aussi à cause du climat que nous avons, mais aussi à cause de nos capacités immunitaires à nous défendre. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie lorsque vous avez en pédiatrie un enfant qui fait tout le temps des infections ORL, qui vient tout le temps en consultation, le nez qui coule, la gorge rouge, qui tousse, etc. Ces enfants-là sont des enfants que vous devez considérer comme des enfants à risque de présenter une des pathologies les plus graves en néphrologie et qu'il faut savoir rechercher et qui sont à la base de beaucoup de complications chez les jeunes adolescents. Parce que quand ils sont petits, ça se voit pas nécessairement, mais c'est quelques années plus tard qu'on voit des complications. Ce sont justement les infections ORL. Infection ORL, ça signifie angine. Le terme général que nous utilisons, enfin que les parents utilisent, on va vous dire que l'enfant a présenté une angine. Et donc, ces maux de gorge qui se répètent sont en général provoqués par des bactéries et en l'occurrence les streptococcus, le streptococcus bêta hémolytique. Il y a plusieurs sous-groupes, hein, vous avez vu ça en bactériologie, de groupe A. C'est la souche qui est ce qu'on appelle néphritogène. C'est la souche que lorsqu'elle infecte la gorge, elle va aussi provoquer des conséquences après un certain temps, donc après l'infection de la gorge, après une angine, ce microbe-là va provoquer des lésions au niveau du rein. Et et en dehors de cela, ce même microbe va être responsable d'autres lésions aussi au niveau du cœur. Donc, il faut retenir deux choses. Infection ORL fréquente chez un enfant, quand il devient un peu plus grand ou adolescent, vous devez rechercher des conséquences sur les reins, des conséquences sur le cœur. C'est ce qu'on appelle des cardiopathies post-rhumatismales. C'est fréquent dans notre milieu, mais malheureusement, on ne les recherche pas. Et alors, nous allons parler justement de la glomérulonéphrite post-infectieuse ou encore glomérulonéphrite post-streptococcique. Eric, je ne sais pas si j'ai activé ma vidéo, je ne sais pas si vous la voyez, si vous me voyez en fait. C'est juste Oui, pour oui, faciliter. je vous vois, je Vous vous me vois. voyez, hein? Très bien. Ok, Oui. très bien. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, on va parler donc de cette pathologie glomérulonéphrite post-infectieuse, ou encore le terme le plus souvent utilisé, c'est post-streptococcique. À retenir parce que ça sera une question d'examen. Alors, donc, cette pathologie, elle est provoquée par les streptocoques bêta-hémolytypes de groupe A. Et le diagnostic, donc, il sera suggéré par quoi? Par l'histoire du malade. C'est pour cela qu'il faut toujours interroger les parents en disant, cet enfant, il a fait souvent des infections de gorge. Oui,
Tout le temps, chaque saison sèche, il avait des maux de gorge, on allait à l'hôpital, il a pris des antibiotiques, etc. Deux, l'examen des urines. Vous voyez que l'examen des urines, ça ne concerne pas que la cystite, ça concerne aussi d'autres pathologies. Et donc, dans ces cas-là, il faut aussi demander l'examen des urines. Trois, les examens du sang, évidemment. Et dans les examens du sang, il y a un nouveau facteur. Malheureusement, on le dose pas dans nos milieux, dans la majorité de nos milieux, on le dose pas. C'est ce qu'on appelle le complément. Vous avez appris certainement le complément, la voie alterne du complément, etc. Le complément, c'est un ensemble de protéines qui se succèdent et qui nous permettent de nous défendre contre les agressions. Mais il se fait que ces protéines, parfois, au lieu de nous défendre contre les agressions, ces protéines vont se retourner contre nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a le système du complément, vous l'avez étudié, il y a plusieurs facteurs du complément et qui peuvent être, entre autres, dans le cas des glomérulonéphrite post-streptocoxique, ces compléments peuvent être diminués et par conséquent, euh, l'organisme n'a pas pu se défendre correctement. Un autre examen qu'il faut demander, c'est l'échographie. Bien sûr, nous avons vu que tous ceux qui intéressent les voies urinaires, un des examens accessibles et à notre portée, c'est l'échographie des voies urinaires. Et enfin, toujours en matière de biologie, on demande des anticorps spécifiques contre ce qu'on appelle la streptolysine O, des anticorps spécifiques qui peuvent nous montrer que cet enfant a déjà eu un contact avec le streptocoque. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose importante à retenir. Alors, quelle est l'étiologie des glomérulonéphrite post-infectieuse ou post-streptocoxique? Nous l'avons dit, en sigle, on écrit GNPI, c'est glomérulonéphrite post-infectieuse. Elle est car c'est la cause, donc on va avoir un syndrome néphritique qui est la cause la plus fréquente de la glomérulonéphrite chez l'enfant. Ça touche quelle tranche d'âge d'enfant? Ça touche les enfants âgés de plus de 3 ans jusqu'à l'adolescent, jusqu'à 15 ans. C'est la période où on a dans son histoire aussi, oui, je fais souvent des infections des voies ORL supérieures. Et ces infections de gorge, etc., malheureusement, elles sont fréquentes. Bon, en Europe, on sait très bien qu'à chaque changement de saison, on aura tendance à avoir des maux de gorge et tout parce qu'il fait froid et tout, etc. Mais dans les pays africains, ces infections sont fréquentes, surtout dans les populations pauvres. Ouais, ça peut sembler paradoxal. Nous devons y penser que nos populations pauvres sont quand même exposées à avoir ces infections ORL fréquemment. Donc, les endroits où il y a une population qui est surpeuplée, dans les camps de concentration, etc. Et chez nous, avec le changement de saison, et puis comme nous nous déplaçons en moto, on a donc des courants d'air et tout qui vont faciliter du rhume qui est d'abord d'origine virale et que peut-être parfois d'origine allergique. Il y aura une supplémentation de microbes, parmi lesquels évidemment les streptocoques bêta hémolytiques. Et donc, souvent, on aura parmi ces causes les infections ORL. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Mais en dehors de cela, les enfants qui vont présenter la glomérulonéphrite post-streptocoxique, et chez nous, il y a des périodes où vous voyez des enfants, même des grands enfants, qui ont des boutons sur la peau, un peu, je sais pas comment on appelle ça localement, des boutons qui ont du pus dedans, donc ce sont des lésions bulleuses. Ah oui, j'ouvre une autre parenthèse, c'est que au jury, on est étonné de voir que nos candidats ne connaissent pas les lésions élémentaires de dermatologie. En dermatologie, les termes qu'on utilise,
représente quelque chose au point de vue figuré. Lorsque j'ai dit une macule, c'est une tache, c'est l'équivalent d'une tache, une macule. Lorsque je dis une papule, c'est quelque chose, c'est comme une petite colline, c'est quelque chose qui est surélevé. Lorsque je parle de bulle, c'est quelque chose qui contient un liquide. Lorsque je parle de pustule, c'est comme quelque chose qui est surélevé et à l'intérieur, il y a du liquide blanchâtre généralement. Et donc, les lésions dermatologiques sont aussi importantes. Donc, deux choses qu'il faut retenir. L'histoire d'infections ORL et l'histoire des infections dermatologiques. Il y a ces infections qu'on appelle l'impétigo, ce sont des infections pustulo-bulleuses, comme des bulles hein, qui apparaissent lorsqu'une bulle, elle apparaît, elle pète, et vous voyez qu'à côté, il y a encore une autre. En général, c'est provoqué par des germes qu'on appelle les germes pyogènes, parmi lesquels justement les streptocoques. Alors, comment est-ce que la chose se passe? Il se fait que vous allez avoir dans l'histoire du patient qu'il a été malade il y a, bon, la maman va vous dire, bon, il y a un mois, il a été traité d'angine. Ou bien on va vous dire, il y a 4 semaines, oui, il a eu des boutons sur la peau. Ce sont des détails qu'il faut savoir demander parce que c'est la glomérulonéphrite, c'est une pathologie, on va dire, immunitaire qui fait suite à une infection par des microbes. Donc, ce n'est pas le microbe qui s'implante directement sur le rein, mais c'est le microbe qui va provoquer une réaction anticorpale et qui sera liée aussi à une diminution de défense, donc des facteurs du complément et qui va provoquer donc une réaction anticorpale qui sera responsable de la glomérulonéphrite post-streptococcique. Je vous rappelle que nous avons dit que l'unité fonctionnelle du rein s'appelle néphron. Glomérulonéphrite, le glomérule, là où les artères afférentes arrivent, elles se retournent entre elles, et puis il y a une artère référente, et ça sort, et puis après, il y a tout le système que vous avez pris en anatomie. Et donc, c'est important de rechercher ces anticorps, pardon, cette maladie chez les enfants qui ont eu des antécédents d'infection ORL ou d'infection dermatologique, donc cutanée. Et alors, la période d'incubation ou la période durant laquelle la maladie n'apparaît pas peut varier, hein. Parfois, c'est après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais souvent aussi, on n'en se rend pas compte tout simplement parce que, bon, avoir une glomérulonéphrite, c'est pas nécessairement avoir un syndrome néphrotique parce que nous allons voir hein, que les signes peuvent se manifester progressivement. On peut avoir des signes cliniquement, ça passe inaperçu, mais si je fais des examens, je vais découvrir, ah oui, cet enfant, euh, il a une glomérulonéphrite. Donc, elle peut être aussi parfois associée aux infections à staphylocoque et surtout chez les enfants qui sont un peu plus âgés. Comme je vous disais tantôt, qu'il ne faut pas oublier que là, en dehors du rein, les infections bactériennes provoquent aussi une autre maladie, on va dire, auto-immune. Ce sont les cardiopathies valvulaires chez les enfants. Et les enfants qui commencent à avoir un souffle lorsqu'ils sont adolescents et tout, etc. Il faut poser la question de leurs antécédents. Est-ce qu'ils faisaient souvent des infections ORL? Oui. Est-ce qu'il a attrapé des boutons sur la peau dans son enfance? Oui. Et quand il aura 13, 14 ans, il devient fatigué. Quand il marche, il se sent fatigué. Vous mettez le stéthoscope sur le thorax, vous entendez un bruit, un souffle, etc. Ça, ce sont des signes qu'il faut savoir rechercher. J'insiste sur ça, même si peut-être vous l'avez déjà vu en cardiologie, parce que nous avons l'intention de contribuer à un projet au niveau africain, justement, pour rechercher ces cardiopathies post-streptococciques chez nos enfants. Ça sera donc chez les enfants de plus
au-delà de l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher comme examen? Bon, bon, ici, enfin, le mécanisme des glomérulonéphrite, comme je vous ai dit, ce n'est pas très bien connu, mais on sait que c'est une réaction anticorpale. Les antigènes du microbe qui vont se lier à la membrane basale du glomérule et cela va activer le système du complément et c'est à cause de cela que nous allons avoir donc une interaction avec des anticorps qui circulent et qui vont provoquer donc des modifications au niveau de la membrane glomérulaire. Ces modifications vont être à la base de la classification histopathologique des glomérulonéphrite post-rectococcique. On va vous dire que c'est focal, c'est mésangial, etc. Bon, ça, il faut se rappeler son anatomie de l'anatomie du glomérule. Mais enfin, ce qui est important à savoir, c'est que pour moi, la chose à retenir, c'est que c'est une maladie, si vous voulez, auto-immune. Ce sont des complexes humains qui sont responsables de la modification de la membrane basale au niveau du glomérule. Et par conséquent, donc, le rôle du rein est perturbé. Alors, nous allons voir quels sont les symptômes que nous allons observer chez ces patients. Je vous ai dit que nous allions parler aussi de l'hématurie. Eh ben, parmi les signes qu'on peut avoir, parmi les premiers signes que l'on peut avoir lors de la glomérulonéphrite post-rectococcique, c'est la présence du sang dans les urines. Cette présence du sang dans les urines, soit c'est une présence massive, ça signifie il a tellement eu beaucoup de sang qu'on le voit avec les yeux. Mais souvent, ça peut être une présence de sang microscopique, ce qu'on appelle une hématurie microscopique ou une hématurie asymptomatique. Mais généralement, le rein, il joue un grand rôle aussi dans la filtration des protéines. Généralement, ce qu'on va avoir aussi, c'est la présence des protéines dans le sang. Alors, pourquoi c'est important ça? Comment est-ce que nous, en pratique, on peut faire le diagnostic? Avec une chose essentielle, comme je vous l'ai dit, dans le service de pédiatrie, dans le département, on doit avoir des tigeettes urinaires. On doit avoir les bandelettes urinaires parce qu'il suffit de demander les urines dans les conditions que nous avons prévues, hein, qu'il faut respecter. Vous plongez la tigette dans ces urines. Vous attendez le temps demandé. Généralement, le temps de lecture, c'est 30 secondes ou 60 secondes. Je pense pour la majorité des tigeettes, c'est 60 secondes. Il faut lire le mot d'emploi. Il faut voir ce qu'on dit. Vous attendez et dans la boîte, j'ai pas de boîte, je sais pas, je vais essayer de voir si j'ai un exemple. Et sur la tigette, sur le flacon de la tigette, il y a des couleurs avec les différents paramètres qui sont sur la tigette. Et vous les mettez ensemble et vous comparez. Donc, la tigette va vous montrer que si au niveau du sucre, la couleur devient bleue et ça a plusieurs intensités, ça signifie que, par exemple, ça signifie 3 croix de sucre. 3 croix de sucre, ça signifie, par exemple, euh, qu'il y a un taux important de sucre dans les urines. Et alors, grâce à cette tigette-là, vous pouvez voir la présence de sang, parce que ça sera positif, hein, à la présence de sang, et vous pouvez voir aussi la présence des urines. Donc, deux choses importantes qu'une tigette urinaire peut vous donner comme information pour le diagnostic de la glomérulonéphrite post-infectieuse, c'est la présence de sang et la présence de protéines. En dehors de ça, lorsque le sang a été en grande quantité, vous allez avoir du sang, donc les urines sont rougeâtres, rouge bordeaux, ou encore un peu foncé, ça peut être brunâtre, noirâtre, ou alors franchement hémorragique. Donc ça, c'est des choses importantes que vous devez retenir. Et ça, c'est grâce à la tigette urinaire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir dessus puisqu'on va parler du syndrome glomérulonaire.
d'une façon générale, comme ça, vous allez comprendre qu'il y a d'autres pathologies. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, comme on aura une perte des protéines, les protéines servent, et en particulier, oui, parmi les protéines, même sous la tigette, vous pouvez avoir protéines, mais vous pouvez avoir aussi euh, une des protéines principales qui s'appelle albumine. L'albumine, c'est la protéine principale que nous avons dans notre corps qui sert à transporter les médicaments, à lier du moins les médicaments pour les amener aux différents sites d'action, du moins pour les faire transporter dans le sang. Et cette albumine, elle a un effet, ce qu'on appelle oncotique, elle retient le liquide dans les vaisseaux. Ce qui fait que lorsque la quantité d'albumine diminue, la capacité de retenir les liquides dans les vaisseaux va diminuer et le liquide donc va avoir tendance à sortir et à être dans des espaces extravasculaires. Et ces espaces extravasculaires, donc, ça sera au niveau des membres, des tissus, etc. Et c'est ce qui va expliquer la présence des œdèmes. Donc, signe clinique important, la présence des œdèmes, parce qu'on n'a pas assez de protéines pour retenir le liquide dans le sang. Donc, et les œdèmes, on les aura où? On les aura souvent dans les parties déclives. Les parties déclives, si on est debout, ça sera les membres inférieurs. Et ces œdèmes, généralement, donnent le godet. Le godet, c'est quand vous appuyez dessus, ça provoque une petite fossette qui reste et qui est visible. Vous pouvez même la photographier. Ce sont des œdèmes mous, comme on dit, des œdèmes qui sont mous. Vous appuyez dessus, ça, c'est mou, le liquide se déplace et ça fait une petite fossette. Donc, vous dites avec euh, une fossette qui est bien présente. En dehors des œdèmes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le rein, normalement, il filtre, et pour filtrer le rein, il filtre le sang. Donc, si le sang a moins de liquide, la filtration glomérulaire va diminuer aussi. Donc, le patient va commencer à uriner de moins en moins. C'est ce qu'on appelle oligurie. Ça, ce sont les signes donc que vous devez rechercher, l'oligurie. Mais à la longue, comme le rein, lui, son rôle, on va le voir, il produit aussi des cytokines, il produit des hormones, la rénine, EPO, et le rein sert aussi pour la gestion du calcium. Et si le rein lui-même ne fonctionne pas bien, on aura donc des conséquences liées à ce dysfonctionnement. Et une des conséquences liées à ce dysfonctionnement, c'est la tension artérielle qui va augmenter. Et donc, en pédiatrie, c'est important justement chez les enfants, surtout les adolescents, hein. Je vous ai dit que c'est la glomérulonéphite post-streptococcique, c'est l'apanage de l'enfant 3-15 ans. Après, même chez l'adulte, vous pouvez trouver cela. Et donc, vous aurez cette histoire, ah oui, il faisait souvent des infections et tout. Vous aurez des œdèmes. Et cliniquement, ces œdèmes, vous le voyez où? Chez le petit garçon, au membre inférieur, mais aussi, n'oubliez pas, au niveau des bourses. Parfois aussi, ce que vous allez voir, la maman vous dit, ah oui, l'enfant s'est réveillé avec un œil gonflé. Œdème palpébral ou périorbitaire, qui peut intéresser les deux yeux ou pas, mais généralement, c'est symétrique. Toute la pathologie qui est systémique, en général, c'est symétrique. Donc, vous allez voir l'enfant qui se réveille le matin avec des yeux qui gonflent. Et dans la journée, ça diminue, le soir peut-être un peu moins, parce qu'on a des activités, ça se résorbe et ainsi de suite. Retenez ces signes-là, hein, parce que ça, c'est important. Œdème des membres inférieurs, œdème au niveau des bourses, les bourses qui augmentent de volume parce qu'il y a un liquide qui va se cumuler dans le sac qui sont les bourses. Et d'ailleurs, pour les mettre en évidence, vous allez utiliser l'approche de la transillumination. Vous prenez une source de lumière, vous passez dessus. Si c'est des liquides, cette bourse qui a augmenté de dimension, c'est translumineux.
vous voyez que en dessous, il y a le testicule et vous voyez que l'autre partie, c'est du liquide. C'est important, les grosses bourses en pédiatrie, parce que les grosses bourses peuvent être provoquées, par exemple, par la strangulation des testicules, donc la torsion testiculaire ou encore les cancers, les tumeurs. Faut pas oublier ça. Et donc, ça, c'est des signes importants en pédiatrie. Alors, lorsque l'enfant est couché, parce que ça peut arriver, on est tout le temps couché parce qu'on est malade et tout, etc. Les œdèmes, vous allez les retrouver dans la région sacrée du sacrum. Et quand vous retournez l'enfant pour donner les soins, vous appuyez au niveau du sacrum, vous allez voir qu'il y a un œdème qui donne le godet. Donc, c'est important. Les œdèmes, en général, on les a dans les parties déclives. Si je suis debout, les parties déclives, ce sont les membres inférieurs. Si je suis couché, les parties déclives, c'est encore vers le dos, dans la région du sacrum. Parce que c'est à ce niveau-là que je peux avoir comme appui l'os. Et quand j'appuie dessus, je vois que il y a un godet. Ça, ce sont des signes importants. Donc, vous voyez que les signes de la glomérulonéphrite post-streptococcique, il faut tout simplement réfléchir un peu et les retenir. Et n'oubliez pas le signe que je viens de vous dire, c'est l'hypertension artérielle. Vous prenez, je pense que ça vous avez appris, prendre la tension artérielle, il faut prendre le brassard adapté, mettre la main dans une certaine position, prendre au moins 3 fois la prise de la tension au cours du premier examen et vous allez faire la moyenne des valeurs que vous allez trouver. Bon, je pense que vous avez appris tout ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais quand même, j'insiste alors. Puisqu'il y aura comme signe aussi l'hypertension artérielle, qu'est-ce qu'on a comme symptôme lors de l'hypertension artérielle? On a souvent des maux de tête. Donc, ce jeune adolescent qui vient, qui a des maux de tête, et quand vous prenez la tension est élevée, n'oubliez pas de penser à une glomérulopathie post-streptococcique. Maux de tête, et parfois, qu'est-ce qu'on peut avoir? Épistaxis. Épistaxis, signe important. Nous allons voir, enfin, vous le verrez ou vous l'avez déjà vu en pédiatrie, dans d'autres pathologies. Comme chez les adultes, on sait que quand quelqu'un, un adulte saigne, ah bon, probablement c'est l'hypertension. Eh ben, un enfant de 15 ans peut avoir l'hypertension. Et même un enfant plus petit, je ne sais pas si je vais parler de l'hypertension, j'ai peut-être préparé des diapos, parce que parfois on a de l'hypertension, ce qu'on appelle l'hypertension d'origine rénale, néphrogène parce qu'il y a une anomalie des vaisseaux. Oui, retenez-le déjà aussi, c'est pour un bonus pour l'examen. Une anomalie des vaisseaux qui fait que les vaisseaux sont serrés parce que soit il y a une bande qui passe sur l'artère rénale, qui la comprime, donc il y aura une réaction, hyperproduction de rénine et tout, etc. Et on peut avoir l'hypertension chez un enfant pour cause d'une malformation. Chez les adultes, en général, c'est l'athérosclérose qui réduit les dimensions des trucs et qui explique cette hypertension. Évidemment, dans les maladies comme les hyperlipidémies, qui peuvent être les hyperlipidémies d'origine familiale, même un jeune enfant peut présenter de l'hypertension. En général, dans cette période post-streptococcique, il n'y a pas de fièvre. C'est pas nécessairement une pathologie où vous avez de la fièvre et qui peut alors vous faire penser à ça. Non, il faut retenir vraiment, il n'y a pas de fièvre. Et si les choses vont mal, le patient peut venir dans un état qu'on appelle insuffisance rénale. L'insuffisance rénale qui, elle aussi, va être responsable d'une surcharge de liquide. Le cœur va en souffrir et donc on va finir par avoir une insuffisance cardiaque. Et si on ne fait pas ce qu'on appelle la dialyse, bon, on va finir par mourir. Donc, il faut retenir ces signes importants dans les urines d'un enfant qui a eu les antécédents d'infection ORL, la présence de protéines dans les urines, la présence de sang dans les urines, la tension artérielle élevée. Ça, c'est important. C'est des choses qu'il faut savoir rechercher. Euh, la glomérulonéphrite post-streptococcique, post-infectieuse non streptococcique, oui, ça c'est un petit détail. Elle peut être difficile
à différencier d'autres causes de maladies auto-immunes comme la polyarthrite noueuse ou encore d'autres pathologies qui sont provoquées par des antibiotiques ou pas, etc. Comment fait-on le diagnostic de la glomérulonéphrite post-infectieuse? Ça se répète, je viens de vous le dire. Vous faites des preuves cliniques d'infection récente parce que vous avez, dans son histoire, on vous a dit que cet enfant a présenté des pharyngites, il a présenté des infections de la peau typiques, hein, et vous, vous analysez les urines, comme on a vu, vous trouvez dedans des globules rouges. Ah, je ne sais pas si, quand je vous ai montré les CBU, je vous ai montré, bon, c'est un petit détail, ça, les globules rouges. Quand les globules rouges sont d'origine haute, à la différence de l'hématurie d'origine basse, en général, l'hématurie d'origine haute, le sang ne coagule pas. Il n'y a pas de grumeaux de sang dans les urines. Quand je saigne dans la vessie ou parce que j'ai une lithiase ou quoi, le sang que j'aurai dans les urines, cette hématurie, elle est macroscopique. Vous pouvez voir des caillots de sang dedans. Bon, c'est juste des petits détails hein, qu'il faut. Je vous conseille quand même de les retenir, hein, parce qu'après, les globules rouges qui viennent du rein, qui sont responsables de l'hématurie d'origine rénale, sont des globules rouges qui vont changer de forme, qui vont être déformés parce qu'ils sont passés dans les tubules, etc. Et on peut avoir des cylindres, comme je vous ai montré les cylindres des globules blancs, on peut avoir des cylindres qui sont composés par des globules rouges aussi. Mais aussi, ça peut être des cylindres qui sont mixtes, globules blancs et globules rouges, ou encore des cylindres qui sont composés des cellules épithéliales qui proviennent des reins. Alors, vous faites le dosage du complément, le taux de complément est diminué. Ça, c'est, disons, les examens classiques. Après, nous demandons souvent dans notre milieu, et ça, c'est un examen qui est réalisable, les ASLO. Alors, les ASLO, on considère en général une valeur supérieure à 200. Les ASLO, comme c'est quand même des anticorps contre les streptocoques et que nous faisons beaucoup d'infections de streptocoques, on recommande, par exemple, de comparer. Si c'est un enfant que vous connaissez qui vient souvent en consultation, il avait, par exemple, les ASLO à 150. Et puis, 3 mois après, il revient, vous avez les ASLO à 450. C'est supérieur à 200. Et, et vous avez demandé, il ne fait pas de fièvre, etc. Mais les azolos, vous vous rendez compte que ça a augmenté. Vous auscultez, il a un souffle. Ou bien vous voyez qu'il commence à avoir des œdèmes et tout, etc. Oui, ça, les azolos peuvent vous orienter vers une infection post-streptococcique. Mais certains auteurs disent que dans la période scolaire, tous les enfants font tellement des infections ORL que les azolos n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, d'entre l'âge de jusqu'à l'âge de 6 ans, plus ou moins, là, avoir des ASLO élevés, il faut savoir, il faut être prudent pour les interpréter. Savoir les interpréter, surtout s'il s'agit des patients que vous suivez et dont vous connaissez leur valeur ordinaire en ASLO. Bon, de toute façon, c'est un des examens que l'on peut faire et c'est important. Après, on recherche les anticorps anti-désoxyribonucléase, bon, anti-DNA, bon, ça, on les fait pas dans notre milieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre milieu? C'est la créatinine. La créatinine, c'est cette protéine qui est produite essentiellement par les muscles et qui est éliminée par les reins. Alors, lorsqu'on en produit beaucoup, bon, elle va augmenter. Lorsque les reins ne parviennent pas à les éliminer, la créatinine dans le sang, créatininémie, va aussi augmenter. Il y a une deuxième protéine que nous demandons, c'est l'urée. Donc, comme examen de routine que nous pouvons faire dans notre milieu, vous demandez la créatinine et vous demandez l'urée. Un de ces deux, enfin, ou tous les deux, hein. Ces examens peuvent
augmenter. Le complément, c'est surtout les C3 du complément. Bon, nous, dans notre laboratoire de recherche, nous le faisons maintenant. Mais je sais que dans la pratique, il y a très peu de laboratoires qui le font. Donc, en principe, ce qui est vraiment important comme approche diagnostique, c'est les ASLO. Les ASLO qui augmentent et qui vont rester élevés pendant plusieurs mois chez ces patients qui ont un antécédent d'infection ORL. Ça, ce n'est pas très spécifique, mais quand même, ça va vous orienter. Après, comme je l'ai dit déjà au début, examen des urines. Les urines, c'est la tigette. Les examens des urines, là, vous avez un bon biologiste qui va vous donner tous les détails que je venais de vous dire, hein, que les globules rouges ont été détruits, ils ont une certaine forme et tout, etc. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le rapport créatinine et albumine dans les urines. Bon, il y a même des appareils qui savent vous les donner, qui vous orientent très bien aussi sur une insuffisance rénale. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire, c'est sûr. Ah oui, les protéines. Les protéines, c'est important. On aura l'occasion de revenir dessus. Ça vous donne aussi plus ou moins la quantité de protéines que vous perdez dans les urines. En fonction du nombre de protéines, de la quantité que vous perdez dans les urines, on va parler d'une protéinurie massive, intermédiaire ou légère. Alors, on a une microalbuminurie, puisqu'on a dit que la principale protéine, c'est l'albumine. On a une microalbuminurie qu'il faut savoir rechercher à temps. J'ouvre une parenthèse. La recherche de la microalbuminurie est importante, entre autres, chez les sujets drépanocytaires, parce que les sujets drépanocytaires font aussi ce qu'on appelle une néphrose drépanocytaires. Ils ont les reins qui souffrent. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus et ainsi, donc je pourrais vous donner un peu plus de détails sur cela. Alors, on avait dit que lorsqu'on a un problème des reins, et on recourt aussi à l'imagerie. L'imagerie, ça sera l'échographie dans notre milieu. Bon, ailleurs, comme je vous l'avais dit la fois passée, en dehors de l'échographie, il y a aussi la scintigraphie, bon, mais je n'en parle pas trop parce qu'elle n'est pas tellement accessible dans notre milieu. Mais l'échographie, c'est important, elle peut vous montrer les conséquences des cicatrices rénales sur le système le système urinaire. Parfois, vous allez voir des calices qui sont dilatés à cause des infections que l'on a eues. Et parfois, il y a ce qu'on appelle la polykystose rénale. Ce sont des anomalies congénitales qui font que le rein fonctionne mal et qui sont responsables donc d'une insuffisance rénale, etc. Mais il y a une chose importante, et ça, c'est propre des néphrologues, c'est la biopsie rénale. La biopsie rénale, à ma connaissance, euh, elle n'est pas très recommandée chez les tout petits enfants parce qu'on connaît qu'en général, cette biopsie elle va vous montrer des lésions glomérulaires et que on sait que en dessous de l'âge de 3 ans, chez les tout petits enfants en général, la glomérulopathie elle est sensible aux corticoïdes. Alors, on passe directement, souvent, pour ne pas faire la biopsie chez les tout petits. Bon, il faut être aussi bien entraîné, mais je n'ai pas dit que c'est pas indiqué. Ça, c'est mon avis. On passe directement, parfois, au traitement d'essai avec les corticoïdes. Quand ça répond, on se dit, voilà, c'était une glomérulopathie cortico-sensible, on va le suivre avec des protocoles bien déjà prévus, 2 mois, et puis commencer à diminuer la quantité des corticoïdes et tout, etc. Enfin, en général, il faut faire les biopsies. Alors, au niveau des biopsies, vous allez avoir plusieurs tableaux du genre, ce que vous voyez. Ça, c'est le glomé- le glomérule du rein. Donc, des vaisseaux qui entrent et des vaisseaux qui sortent. Quand ça entre, ça se fait des contours de différents types. Et ça,
Voilà, c'est l'élément fondamental de fonctionnement du glomérule. Alors, bon, la microscopie par immunofluorescence, oui, puisqu'on a dit que c'est une maladie auto-immune, en général, on regarde les types d'anticorps. Oui, un autre examen qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle le profil des protéines. Ouais, ça, j'ai oublié. C'est un examen important que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon, écoute un peu, cher. Le profil de protéines va vous permettre de voir des pics d'albumine, et puis alpha 1, alpha 2, et puis vous allez voir les gamma, et les gamma globulines. L'électrophorèse des protéines va vous orienter pas mal justement dans ce cadre-ci. En dehors de l'électrophorèse des protéines, ce qu'on fait aussi, on précise quel type d'immunoglobuline que l'on a. Au niveau histopathologique, on va trouver par exemple que les anticorps qui se déposent sur la membrane basale, ce sont surtout les anticorps de type IgA. C'est pour ça qu'on va parler de glomérulonéphrite IgA type IgA, etc. Bon, là, ce sont des détails que je vous laisse pour ceux qui sont vraiment passionnés de la néphrologie. Alors, comment est-ce que on va prendre en charge ces petits-enfants avec une glomérulonéphrite post-infectieuse? Bah, le traitement, il sera essentiellement symptomatique. Il faut donner les soins et les supports. On va voir, mais parce que ça va aboutir à une insuffisance rénale en général, hein, si on ne soigne pas bien. Alors, le traitement, c'est un traitement de support. Euh, on va, par exemple, parfois lui dire réduire la quantité de sel, la quantité de liquide. On va traiter l'œdème au moyen des diurétiques. On va traiter l'hypertension avec des produits qu'on utilise pour l'hypertension, entre autres les diurétiques. On va donner, comme je vous ai dit, lorsqu'il s'agit des glomérulonépropathies qui sont sensibles aux corticoïdes, on pourra donner des corticoïdes, mais il faut savoir suivre donc ce traitement à base des corticoïdes. Et souvent, malheureusement, lorsque les choses arrive tard, on va finir par demander une dialyse. La dialyse, il y a plusieurs types de dialyse. Il y a l'hémodialyse avec une machine, mais en pédiatrie, je pense, je ne sais pas si on l'a introduit aussi à Dipumba, il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, en fait, c'est un circuit parce que la membrane péritonéale a aussi la capacité de filtrer et donc, le liquide que l'on met, au lieu de le mettre, que ça passe dans le sang et tout, etc., on le met dans la cavité péritonéale, on laisse une sonde hein, là-dedans et le liquide circule. Il est absorbé par le péritoine et puis après, vous l'éliminez dans les urines et tout, etc. La dialyse péritonéale, c'est celle qui est indiquée souvent en pédiatrie. Elle est indiquée aussi dans les cas d'insuffisance rénale aiguë parce qu'il y a aussi des causes d'insuffisance rénale aiguë. Je vous parlerai plutôt de l'insuffisance rénale chronique parce que c'est là qui est l'aboutissement des maladies comme la glomérulonéphrite post-streptococcique. Malheureusement, ça va aboutir vers une insuffisance rénale chronique. Donc, une dialyse péritonéale qui se fait, bon, dans le milieu hospitalier, mais parfois aussi qui se fait même à la maison, mais lorsqu'on a une petite machine hein, qui va permettre de faire circuler le liquide dans la cavité péritonéale, et donc le patient peut faire circuler peut faire sa dialyse péritonéale pendant qu'il dort. Donc voilà, enfin, ce sont des possibilités, ça. Le risque de dialyse péritonéale sur lequel il faut vraiment veiller, c'est les infections, parce que vous introduisez une sonde, si les conditions d'asepsie ne sont pas respectées, vous risquez de provoquer une péritonite. Quel est le pronostic de cette maladie? Je dirais qu'au nord, quand même, on parvient à se débrouiller et on peut, après plusieurs années, avoir de bons résultats. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose.
dans notre contexte en général, ce qu'on fait après des infections post-streptococciques, on fait ce qu'on appelle la pénicillinoprophylaxie. On donne la pénicilline G. En général, c'était 1,2 million unités de dose chaque mois en intramusculaire. C'est une façon de préserver, d'éviter que d'autres streptocoques viennent renforcer encore l'infection et la réaction immunitaire qui est à la base de cette maladie. Bon, en tout cas, c'est la pénicilline, hein. Ça, c'est la pénicilline qu'il faut donner et c'est ce qui est recommandé un peu partout. Quels sont les points clés que vous devriez retenir si envisagez une glomérulonéphrite post-infectieuse chez un patient jeune? Pour moi, c'est surtout un adolescent qui a eu une histoire de pharyngite ou qui a eu une histoire des infections sur la peau. Et puis, qui va avoir des signes de glomérulonéphrite. Ces signes de glomérulonéphrite, on les a vus dans les urines. Donc, c'est vraiment ça les points clés à retenir. Un enfant qui a une histoire d'infection ORL, qui a eu des boutons, etc. J'appelle ça bouton, c'est plus facile pour vous de retenir, hein. Et puis, chez qui on a fait une tigette des urines. Si vous faites ça, vous savez faire le diagnostic. Alors, les titres des anticorps qui soutiennent le diagnostic, c'est en général donc les ASLO supérieurs à 200, mais généralement c'est des ASLO qui montent, peuvent mettre supérieurs à 400 ou etc. Ça, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Le complément, chez nous, nous ne le dosons pas, mais il faut savoir que il y a des facteurs du complément qui ont diminué, entre autres les C3 compléments qui diminuent. La biopsie, c'est l'élément essentiel, mais hum, il n'est pas nécessaire en pédiatrie, hein. Une fois que vous faites le diagnostic, vous allez essayer de faire le traitement et bon, et si ça marche, ça va, ça marche. Après le traitement, oui, c'est un traitement de soutien, régime, et puis si les choses ne vont pas très bien, bon, c'est la dialyse. Ah oui, en dehors de la dialyse, évidemment, on va revenir dessus lorsqu'on va parler de l'insuffisance rénale chronique. En dehors de la dialyse, ce qu'il faut prendre aussi comme traitement, c'est la greffe du rein, greffe des organes, greffe du rein. Ça, voilà, ce sont les possibilités thérapeutiques que nous offrons, qui s'offrent à ces enfants. Pour moi, ce sont les éléments essentiels que, dans le cours de pédiatrie, je vous propose de retenir. Voilà. Eric, je fais une pause à ce niveau-ci et puis je reprends dans quelques minutes avec un autre chapitre. Vous me dites si je peux arrêter le partage. Je vais arrêter le partage maintenant.